Sud Radio, au cœur de la mêlée, libre antenne. Bienvenue sur Sud Radio, on est ce soir ensemble jusqu'à 23h avec toute l'équipe, avec Quentin Cavanis, avec Antoine Mazer, avec Clément Combe et tout à l'heure avec Rémi Dos Santos et Julien Thomas pour ce match très attendu ce soir entre le Racing 92 et le Stade Toulousain pour clôturer cette 13e journée. Salut Quentin. Salut Alexandre, salut à tous, ravi d'être avec vous en tant que champion d'Europe. Voilà. Et oui, effectivement. Et qu'est-ce que tu attends de cette soirée de rugby, Quentin ? Pas de champion d'Europe du coup, mais j'attends un grand match. Voilà, j'espère voir un grand match ce soir entre deux très belles équipes. Malgré le pseudo doublon du jour, je trouve qu'il y a quand même deux belles équipes alignées aujourd'hui, donc je suis assez impatient de voir ce Racing Stade Toulousain. Ouais, Racing Stade Toulousain avec du très beau monde sur le terrain. On va aussi parler de la liste de l'équipe de France pour préparer l'Irlande. Cette fois-ci, c'est la liste des joueurs qui vont postuler. Il n'y aura pas Melvin Jaminet. On en parlera dans un instant. Il est forfait. On ne connaît pas la nature de sa blessure. S'il y a blessure d'ailleurs. Antoine Mazer, bonsoir. Salut à tous. Quelle journée. Waouh. Ouais, et puis ça fait que commencer parce qu'il va y avoir un sacré match quand même ce soir. Tout à fait. Merci Antoine. Salut Clément. Salut Alexandre, salut à toutes et à tous. Comment ça va ? Ouais, ça va, on est en place et on va vivre un super match, tout simplement ce soir. Et oui, on va vivre un super match effectivement. Mais qu'est-ce qu'on a vibré ce week-end ? Entre la Pro D2, entre le Top 14, entre le handball, entre le golf aussi, on va en parler dans un instant. C'est vrai que ça a été exceptionnel. Ne vous inquiétez pas, on va faire 1h 100% rugby, mais juste dans les news. Évidemment, on va parler un petit peu d'handball et de golf, et aussi on va aussi vous offrir des places au 0826 300 300, des places pour Toulouse, Bayonne, et aussi bien pour parler rugby avec vous sur Sud Radio, avec 4 grands débats ce soir. Qui est le favori du tournoi des 6 nations ? Ça, c'est déjà une vraie question. En 2, votre compo idéal pour France-Irlande, votre compo à vous. Celle qui vous ferait vibrer. Vous, sélectionneur, qu'est-ce que vous feriez ? On va aussi se poser la question, est-ce que la greffe a pris Weimachère, ça en top 14 ? Combien de victoires doublons selon vous dans cette 13e journée ? Et puis on terminera avec un débat qui va nous animer ce soir. Est-ce que Toulouse peut déjà perdre son Brennus durant les doublons ? Tiens, c'est une question un peu provoque qu'on se posera tout à l'heure pour terminer l'heure tous ensemble sur Sud Radio 0826 300 300. Mais d'abord les news, Quentin Cavanis. Oui Alexandre, même si on aime le rugby sur Sud Radio, on est obligé de faire un petit clin d'œil à un autre sport aujourd'hui, et évidemment on va parler de handball. Il y a des Français qui ont désormais l'habitude de remporter des compétitions, et encore une fois ils n'ont pas failli à leur réputation, et il y a un homme qui continue de construire un petit peu plus sa légende, c'est un certain Nicolas Karabatic qui a donc remporté une nouvelle compétition, un nouvel Euro de handball. Cette fois c'était face au Danemark, succès en prolongation pour les Français sur le score de 33-21. Aujourd'hui, le golf est aussi à l'honneur sur Sud Radio, Alexandre, avec un homme, Mathieu Pavon, fils du footballeur Michel Pavon, qui est devenu cette nuit le premier Français à remporter un tournoi du PGA Tour. C'est le circuit PGA Tour. PGA, Oui, mais on est français nous. Alors ça a beau être une compétition aux États-Unis, c'est peut-être la compétition la plus prestigieuse du monde. C'est le circuit le plus prestigieux. Ouais, voilà. C'est du côté de San Diego en Californie. Je vous laisse le nom du parcours, Alexandre. Torrey Pines, voilà. Et en tout cas, ce cher monsieur Pavon, ce Mathieu Pavon, il mesure le chemin qu'il a parcouru pour en arriver là. C'est incroyable pour moi de gagner sur le PGA Tour, c'est un rêve de gamin. Je pars de loin. On n'a jamais pensé un seul moment que je pouvais arriver à gagner ici aux États-Unis. Voilà, c'est beaucoup de travail. Le golf nous remet à sa place. Ça a été beaucoup d'échecs. J'ai la chance d'être très bien entouré dans ma vie avec ma femme, mon fils, et aussi avec mes amis, avec mon staff. Et voilà, toute l'énergie que je peux avoir sur le golf aujourd'hui dans un dernier jour, je viens le puiser chez eux. Voilà donc un Français qui rentre dans la légende du golf français, Mathieu Pavon. On va retourner... Fils de Michel Pavon, ancien joueur de football professionnel. De Bordeaux notamment, des Girondins. Oui. Voilà par exemple. En tout cas, on va retourner à notre amour principal, Alexandre, le rugby, avec le staff de l'équipe de France qui a transmis la liste des joueurs appelés pour venir compléter le groupe France en vue du match face à l'Irlande. On va retrouver Léo Barré, Lenny Nouchi, Esteban Abadi, Possolo Tulagi, Gaëtan Barlow et Emilien Gaëton. À noter le forfait de
de Melvin Jaminet pour le début du tournoi des 6 nations. Toujours en rugby, mais en rugby à 7, malgré des débuts prometteurs. Déception finalement pour les équipes de France et féminines et masculines. Les deux équipes ont été battues en quart de finale du tournoi de Perth en Australie, et donc l'équipe de France féminine et masculine qui ont toutes les deux d'ailleurs terminé 6e de cette compétition aujourd'hui. Après la blessure de Baptiste Serin, c'est un autre demi de mêlée qui est blessé du côté du RCTC, Ben White, qui est sorti à l'heure du jeu hier soir face à La Rochelle, dans le succès des Toulonnais 25-23. Il est blessé à l'épaule gauche et il pourrait manquer le début du tournoi des 6 nations avec sa sélection écossaise. Et donc, il y a eu victoire pour Toulon hier face à La Rochelle 25-23. Les autres résultats du début de cette 13e journée, le Stade français a été s'imposer à Bordeaux 30-26. Défaite de Castres à domicile face à Clermont 23-20, succès de Lyon face à l'USAP 36-24, Montpellier a battu Pau 22-17, Bayonne a battu Oyonnax 21-17. Avant ce soir, le coup d'envoi de la rencontre entre le Racing 92 et Toulouse, ce sera à 21h05, le Racing 92 qui est assuré de terminer la phase aller en tant que leader du top 14 puisque la phase aller termine ce soir, Alexandre. Exactement, merci beaucoup Quentin Cavanis. Venez au 0826 300 pour parler de rugby avec nous et pour aussi tenter de gagner vos places pour Toulouse Bayonne. Le match aura lieu samedi prochain à 21h05. On entre dans la première actu, le premier grand débat de ce dimanche soir. Qui est le favori du tournoi? Et pour cela on accueille Ed Saraf. Bonsoir Ed. 92 qui est assuré de terminer la phase d'aller. On s'entend. Ouais, on a un petit souci de liaison effectivement avec Katsaraf. En tout cas, on va en parler ensemble autour de la table sur Sud Radio. Qui est le favori du tournoi? Alors évidemment, je vous rappelle quand même les nations pour ceux qui ne sont pas familiers avec le rugby: France, Irlande, Italie, Angleterre, Pays de Galles, Écosse. Tiens d'ailleurs, ce sera un peu le programme de cette première journée puisque vendredi nous affronterons donc l'Irlande à 21h. Avant ensuite d'avoir un magnifique Italie-Angleterre à 15h15, puis Pays de Galles, Écosse 17h45. Voilà pour la première journée du tournoi des 6 nations. Comme ça, là, de but en blanc, qui est le favori, Anton Mazer, selon toi, de cette édition 2024? C'est dur d'en sortir un. Pour moi, c'est un duo qui forme les favoris pour le tournoi des 6 nations. Ça va être bien sûr l'Irlande. Ah non, un seul. Ah non, un. Ah non, parce que on se mouille. On se mouille. C'est trop facile. C'est facile. Parlons vrai, oui, tout à fait, oui. Je trouve que l'Irlande quand même parce qu'elle va quand même recevoir 3 fois cette équipe d'Irlande, mais comme la France, mais je trouve que elle a quand même ce petit poil d'avance sur les Bleus post-Coupe du Monde. Post-Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la Coupe du Monde et tu penses que ça nous a mis peut-être un petit coup? Parce que je vois beaucoup de gens qui disent ouais, mais sans Dupont, plutôt l'Irlande. Bah oui, mais sans Sexton, est-ce que l'Irlande est toujours la même? Tu vois aussi, ils ont le même problème que nous. Ils ont leur maître à jouer qui n'est pas là. Oui, non, je suis totalement d'accord avec toi. Après, c'est pas les mêmes postes, c'est pas les mêmes choses qu'on leur demande entre les deux. Et je trouve que le réservoir en 10, justement, on va peut-être pouvoir y revenir. Crowley, qui devrait justement remplacer Johnny Sexton, peut-être sûrement être moins dépendant de Jonathan Sexton pour cette équipe d'Irlande, que peut-être que nous, encore en équipe de France, on est encore un peu peut-être Dupont dépendance, même si Maxime Lucu est un excellent neuf. Donc toi, tu vois l'Irlande. Ça va être déterminant. Ce premier match je pense que le vainqueur de ce France-Irlande gagnera le tournoi. Ah, ça c'est tu vois, pour le coup, je te rejoins plutôt sur l'idée. Je vais rappeler le groupe irlandais: Tadhg Furlong, Finlay Bealham, Tom O'Toole, Ronan Keller, Dan Sheehan, Tom Stewart, Andrew Porter, Jeremy Lawman, Keane Lee, Ian Anderson, Tadhg Beirne, John McCarthy, James Ryan, Pete O'Mahony, capitaine, Josh Van Der Fleer, Chelan Doris, Jack Conan, Nick Timoney, Ryan Baird, et pour les 3 quarts, Jamison Gibson Park, Craig Casey, Connor Murray, Jack Crowley, Harry Byrne, Kieran Frawley, il va falloir être bon entre les Frawley et les Crowley, Robbie Henshaw, Bundy Aki, Gary Ringrose, Stuart McCloskey, Hugo Keenan, Jacob Stockdale, qu'est-ce qu'il fait là lui, James Lowe, Calvin Nash et Jordan Larmour. Il y a 3 joueurs qui sont là pour faire les partenaires d'entraînement: Lee Yeager, Thomas Iron et Sam Prendergast, qu'on espère voir d'ici la fin du tournoi à destination avec la tunique verte. Autour de la table, Clément Combe, est-ce que tu vois aussi l'Irlande plus que les Bleus?
Ouais, je rejoins Antoine et je rejoins Antoine sur l'Irlande favori. Ça se joue pas à grand chose. C'est d'un petit poil. Je suis d'accord sur le fait que le vainqueur de ce match remportera le tournoi. Bizarrement, je vois pas de grand chelem cette année pour aucune équipe, que ce soit la France ou l'Irlande ou une autre nation. Pas de grand chelem. Ouais, parce que si la France par exemple gagne au Vélodrome vendredi prochain. Je la vois peut-être perdre. Ils se déplacent en Écosse, si je dis pas de bêtises. Je les vois peut-être perdre en Écosse. Enfin, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, je pense que toutes les équipes perdront au moins une fois. Ils reçoivent l'Écosse, l'Irlande. Non, la France, par exemple. Ah pardon, oui. Non, nous on va aller effectivement en Écosse au début de la deuxième journée. Par exemple, je vois la France perdre en Écosse, c'est quelque chose qui peut arriver, qui nous est déjà arrivé. On a du mal à gagner contre l'Écosse, mais l'Irlande favori, ouais, d'un petit pouce. D'un petit pouce, parfait. Donc l'Irlande aussi. Quentin Kemenis, ton avis? Écoute, je vais être franco-français. Moi, je vais dire la France favorite, et tout simplement parce que on reçoit cette équipe irlandaise. Voilà, je pense que c'est les années où on a une chance de faire quelque chose. Alors autant l'année dernière, tu vois, on reçoit, on rappelle l'Irlande, mais dès le premier match. Tu vois, moi, c'est ça. Moi, c'est le premier match. J'aurais préféré les recevoir à la fin. Tu vois, pour le coup. Bien sûr, évidemment, dans un calendrier idéal, on les reçoit sur l'avant-dernier match, comme ça. Bon, c'est fait, et puis tu conclus le tournoi après contre l'Italie, par exemple. Mais là, on va les prendre au premier match. Mais je pense qu'il y a plus de chances de gagner le tournoi en recevant l'Irlande qu'une année où on se déplace en Irlande. Et je pense qu'ils se disent la même chose du côté irlandais, et que on a l'avantage de les recevoir cette année. Donc je pense que c'est pour ça qu'on est favori du tournoi. Et est-ce que finalement c'est pas une configuration qu'on a déjà vue d'affronter la plus grosse équipe de la compétition? Voilà. Une des plus grosses compétitions. Le premier match, il faut être prêt. C'était pareil contre la Nouvelle-Zélande et on a montré, et là c'est l'Irlande. Et Fabien Galtier a montré qu'il pouvait être prêt sur le premier match face à la Nouvelle-Zélande. Ah oui, mais donc ça veut dire qu'on va se voter sur la suite, quoi. Quand si je t'écoute, c'est ça le problème, tu vois là. Bon, mais on perd, tu me fais peur là. Du monde, ça va. Bon, écoute, ok, je veux bien cet argument. On est tout de suite avec Ahmed Sarraf, journaliste spécialisé du rugby irlandais. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Très heureux de vous avoir sur Sud Radio, spécialiste du rugby irlandais, donc. C'est un grand plaisir. Comment on peut est-ce qu'on peut entendre, et d'ailleurs est-ce que les médias irlandais, je pense au Irish Times, évidemment aux grands médias irlandais, est-ce qu'ils estiment que le 15 du trèfle arrive dans ce tournoi à destination en tant que favori? Non, parce que il y a des doutes sur le poste de numéro 10. Il faut remplacer Sexton. Il y a quand même il y a une génération, on va dire qu'il y a pas mal de 10 derrière, bons 10 même, mais il y a des doutes parce que Sexton, tu le remplaces pas. Non, c'est clair. Très difficile de remplacer un tel joueur, et que il y a aussi l'absence de McCansen aussi qui va peser. Ça oblige en fait à changer un petit peu les lignes arrières. Voilà, il y a quand même des doutes, et puis il y a la méforme de certains joueurs aussi. Il y a la méforme de quelques joueurs du côté du Leinster, le Munster qui est un petit peu qui a un peu la tête dans le seau aussi. Non, il n'y a pas de véritable certitude. Il y a certainement des certitudes, on va dire, dans ce que va faire l'Irlande à Marseille, mais chez les joueurs et puis chez certains journalistes, c'est mi-figue, mi-raisin, surtout chez les confrères. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'inquiétude, mais il n'y a pas il n'y a pas une grosse certitude non plus. Est-ce qu'on a le droit, nous, moi, tu vois, avec mon regard franco-français, pour le coup, moi, je suis désolé, je n'ai rien contre eux, mais Jack Crowley, Harry Byrne, Kieran Frawley, ça me fait pas rêver. J'ai pas l'impression d'avoir un de ces trois joueurs capable d'endosser le maillot de l'Irlande sur plusieurs années. J'ai l'impression, et peut-être à tort, tu vas me dire, que la suite, pour moi, ça me semble être Sam Prendergast, mais qui est installé, on va dire, petit à petit. Alors en fait, tu as tout résumé. Ça envoie pas du lourd. Là, ça ressemble à un intérim. Si on entend Jack Crowley, Kieran Frawley, et puis
Et puis, par exemple un Jack Carty, évidemment, ça on voit pas du lourd. Alors après, Jack Crowley, c'est un très bon joueur, mais c'est un bon joueur qui a besoin d'être, c'est un bon joueur dans un binôme. Or, le binôme avec Gibson Park, c'est pas le même en fait que ce qu'il a avec le Munster et Craig Casey. C'est pas du tout le même. C'est pas le même. C'est pas que c'est pas le même joueur. C'est un excellent joueur, mais c'est pas Sexton en tout cas. Et quand il joue avec Craig Casey, il est excellent. Avec Gibson Park, il n'y a pas non plus. C'est difficile de juger en tout cas. Et on va le voir à Marseille, hein, mais moi je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par. C'est un très bon joueur, mais je suis pas convaincu par le poste de 10 pour Marseille. Peu importe. Jack Crowley est certainement le meilleur à l'heure actuelle, à l'instant où on se parle. Mais celui qui est, et donc c'est un peu plus logique de le mettre que de mettre Kieran Crowley ou Harry Byrne ou Ross Byrne, par exemple. Et Ross Byrne, il n'est pas dans le groupe. C'est ça, il s'était blessé, Ross Byrne, récemment, enfin au mois de novembre, si je me trompe pas, et il a du mal à revenir, c'est ça? Oui, il a beaucoup de mal à revenir. Et puis, bon, c'est quand même un joueur, si tu veux, qui a des... Bon, c'est un joueur qui a des prestations en dents aussi, hein. Ouais. Il a une certaine inconstance. Ouais, donc ça ressemble un peu à un intérim au poste de 10, quoi. C'est la sortise du chef, et en même temps pas trop, parce qu'il a plutôt fait une bonne partie de saison avec le Leinster. Donc, mais Jack Crowley, c'est peut-être le plus sobre et celui qui est peut-être le plus pragmatique de tous les 10 actuels. Et donc, c'est pas illogique. En tout cas, ce serait pas illogique de le voir à Marseille contre les Bleus. Et justement, tiens, on va aussi avoir une réponse à nos questions à Metzaraf, journaliste spécialisé du rugby irlandais, parce qu'on a toujours vanté et mis en lumière le système de jeu irlandais. Est-ce que le système était plus fort que celui qui l'exécutait, c'est-à-dire Johnny Sexton? Est-ce que ce système sera le même sans Johnny Sexton? On va avoir des éléments de réponse dès le premier match, mais est-ce qu'on peut estimer que le système est plus fort que les joueurs en Irlande? Ça a toujours été le cas avec Andy Farrell et ça a toujours été le cas avec Josh Smith. Sur le papier, t'as pas eu. Alors évidemment, Andy Farrell a une chance assez inouïe d'avoir une génération de joueurs, puis assez incroyable par rapport à Josh Smith. Josh Smith, c'était vraiment le système. Là, pour le coup, avec Andy Farrell, c'est toujours le cas, mais un petit peu moins. Là, tu as aussi les talents individuels de certains joueurs aussi qui ressortent. Je pense à James Lowe, je pense surtout à Hugo Keenan, qui va avoir un rôle primordial à Marseille. Alors toi, tu le vois à l'aile ou à l'arrière, Andrew Keenan? À l'aile. À l'aile pour compenser l'absence de Mackensen. Mais tu vois, moi, j'imaginais Jordan Larmour à l'aile et quand même Hugo Keenan à l'arrière. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ou alors on peut imaginer aussi Jordan Larmour aussi en 15 et puis à l'aile Hugo Keenan. Les deux sont. C'est quand même pas souvent que l'Irlande arrive avec autant de questions dans son effectif, quand même. C'est quand même rare de voir l'Irlande arriver avec autant de questions dans son effectif. Ouais. C'est surprenant quand même. Comment ? C'est surprenant quand même de voir cette situation-là dans le rugby irlandais où on se pose vraiment des questions sur la compo. Parce que pendant longtemps, l'Irlande, en tout cas jusqu'au mondial, tout tournait autour de Sexton. Tout. Même la constitution des lignes arrières, ça tournait, il fallait que ce soit plus ou moins en lien avec Johnny. Là t'as quand même un autre joueur, ça va être normalement Jack Crowley. Et c'est pas la même histoire. On se pose tous des questions, et surtout parce que là on est dans un contexte où l'Irlande a très mal vécu son élimination en quart. Très très mal vécu, même peut-être un peu plus que nous quand on est sorti, quand on a été éliminé par les Sud-Africains. Ça a été un véritable comment dire, ça ressemblait en fait à une espèce de bombe atomique. On avait l'impression qu'une bombe atomique en fait était tombée
sur l'Irlande. Tout le monde était abattu, même au sein de la presse ou au sein des supporters. Et ça s'est vu un petit peu dans les résultats des provinces. Ça ne va pas forcément très bien pour le Munster. Le Leinster, est toujours là, mais c'est un petit peu, c'est un petit peu au diesel pour l'instant. L'Ulster qui lâche un petit peu aussi. Donc voilà, ça se ressent un petit peu chez les joueurs, on le sent. Tu mettrais l'Irlande favorite, toi bien. Ahmed Sarraf, est-ce que vous mettez l'Irlande favorite, ouais, quand même? Non, pas pour face aux Bleus, non. Non, mais pour le tournoi, pour gagner le tournoi. Avec autant de questions, et spécialement parce que le poste de 10 est tellement clé en Irlande. Il y a une génération de joueurs. On pense à Ronan O'Gara par exemple. Jay Sexton évidemment. Le poste de 10 est clé. Je pense aussi à David Humphreys. Le poste de 10 est tellement clé que bizarrement en fait autour de cette équipe, il y a des petits trucs, il y a des incertitudes. Sur le système, ça ira, mais sur les joueurs en eux-mêmes, ça peut être. Il y a des questions qui se posent parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des joueurs au Leinster qui n'ont pas vraiment retrouvé leur niveau. Il y a le Munster qui n'est pas en forme. L'Ulster, c'est la même chose. Connacht, on n'en parle même pas. Donc, il y a des joueurs qui ont un niveau, on va dire. C'est pas très homogène et c'est pas super rassurant. Tiens, on va faire un petit tour de table très rapidement. Antoine Mazère qui revient dans un instant. Quentin Cabanis. Oui. Du 6 au 1. Du 6 au 1, ton classement. Quentin, rapidement. Moi, je dis 1 France 2. Non, du 6 au 1. Ah, du 6 au 1, 6 Irlande. Pas Irlande, pardon. Non, Italie. 6 Italie, 5 Pays de Galles, 4 Écosse, 3 Angleterre, 2 Irlande, France 1. Antoine Mazère, est-ce que tu as quelque chose d'autre que ça? Oui, Pays de Galles 6, 5 Italie, 4 Angleterre, 3 France, 2 Écosse, 1 Irlande. Oh, mais qu'est-ce que tu nous fais, Antoine? Oh là là. On fait une petite capsule et on se ressortira après la fin du tournoi. Très bien, t'inquiète, on va pas te louper. Ahmed Sarraf, du 6 au 1. J'ai failli pas me louper aussi hier soir. Oui, je sais. Italie, 5 l'Écosse. 5 l'Écosse. Ouais, Pays de Galles. Le Pays de Galles 4, l'Angleterre 3, l'Irlande 2 et la France là-haut. Parfait. Moi, je vais un petit peu entre vous deux, entre vous tous. Je vais dire Pays de Galles 6, 5 Italie, 4 Écosse, 3 Irlande, 2 Angleterre, 1 France. L'Écosse a le calendrier le plus abordable quand même. Quand tu regardes, mais je sens les Anglais très forts en fait, beaucoup plus forts que ce qu'on croit, et je pense que eux ils vont, ça va être, pour moi je vois plus l'Angleterre que l'Irlande face à nous, mais je sais pas pourquoi. Après je me trompe peut-être, même sûrement. On te le souhaite, Merci beaucoup Ahmed d'avoir été avec nous, journaliste spécialisé du rugby irlandais. C'est un grand plaisir de t'avoir eu sur Sud Radio. Merci beaucoup en tout cas. Merci, et tiens, dans un instant on va parler très rapidement de handball avec Jérôme Fernandez, l'ancien joueur de l'équipe de France sur Sud Radio, et puis on revient tout de suite au rugby. Tiens, on va essayer de faire votre compo idéal. Quelle est votre composition idéale pour France-Irlande? Attends, c'est important, on va essayer de le faire dans un instant sur Sud Radio, et on vous offrira des places aussi. 0826 300 300, 0826 300 300, on vous offre des places pour Toulouse Bayonne samedi prochain à 21h05. C'est Sud Radio qui offre. Il y a 2 fois 2 places à gagner. Là, c'est maintenant qu'il faut appeler. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, libre antenne.
Vous êtes sur Sud Radio, on va revenir au rugby dans un instant, mais quand même, quelle journée exceptionnelle pour le sport français. Et Quentin Kéménis, eh bien, le 4e titre européen pour l'équipe de France de handball. Exactement, ça s'est déroulé dans un match extrêmement serré face au Danemark, un véritable chassé-croisé où on a dû obtenir une prolongation pour pouvoir finalement s'imposer face au Danemark sur le score de 33-31 avec des hommes clés dans cette partie et notamment un certain Fabregas aussi. Et Fabregas, qui était à 8 sur 10 à un moment. Donc voilà, énorme équipe de France au courage qui s'est imposée face au Danemark pour ce 4e titre européen. Extraordinaire, encore une fois, cette équipe de France de handball. Bonsoir Jérôme Fernandez. Bonsoir. Très heureux de vous avoir sur Sud Radio, Jérôme. 390 sélections, si je me trompe pas. Un parcours magnifique, avec les Bleus, en club aussi, du côté de Montpellier, du côté de Toulouse aussi, même de Bordeaux. Je vois de Barcelone. Enfin voilà, une carrière. Originaire de Bordeaux. Ouais, personne n'est parfait, Jérôme. C'est pas très grave. Ouais, c'est extraordinaire. On a même plus de qualificatif. On a dit historique, on a dit extraordinaire. Tiens, Jérôme, quel est ton qualificatif pour souligner ce 4e titre européen de l'équipe de France de handball? Je sais pas si j'ai de qualificatif, mais je crois que voilà, c'est la prise de position en force de cette nouvelle génération qui arrive à maturité, avec des Rémilly, des Fabregas, des Prandi, des générations qui ont été exceptionnelles déjà en jeunes, qui ont été championnes d'Europe et championnes du monde, et qui arrivent maintenant en maturité au niveau senior et qui commencent un petit peu à dominer le handball mondial, et on espère que ça va durer très longtemps. Oui, avec notamment deux fois un scénario extraordinaire pour aller chercher des prolongations en demi-finale et en finale. Comment tu expliques cette force mentale justement? Est-ce que c'est, comme tu le dis, la prise de position de cette nouvelle génération? Mais quand même, c'est déjà un immense exploit de le faire en demi, le rééditer en finale, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si on a déjà vu ça déjà. Alors, on n'a pas tout à fait vu ça, mais le mondial 2001 déjà était exceptionnel, avec une demi-finale qui a été remportée contre l'Égypte, on va dire avec une première mi-temps ratée, une deuxième mi-temps qui a permis de se hisser en finale contre la grande Suède, et en finale contre la Suède on a réussi à gagner après prolongation. Là c'est un petit peu du même acabit, ça fait quelques années qu'on est sur un changement de génération accompagné par certains cadres, certains anciens. On a eu Michael Guigou et Lucas Ballot avant, mais Nicolas Karabatic est encore là. Et je crois que c'est la force du handball français, c'est-à-dire qu'à chaque changement de génération, on est capable d'accompagner les jeunes, les nouveaux, avec quelques anciens qui ont déjà beaucoup gagné et qui permettent à ces jeunes d'éclore, de s'épanouir et de progresser très rapidement et de pérenniser les résultats du handball français. Donc on attendait finalement ces deux générations exceptionnelles de jeunes au tournant. Elles ont été bien accompagnées pendant quelques années, et là depuis on va dire les JO de Tokyo, avec un titre, ça s'est soldé par une finale mondiale l'année dernière, mais qui a permis au groupe d'apprendre beaucoup et qui a permis aussi à cette équipe de l'emporter ce soir contre le Danemark et de préparer au mieux les Jeux Olympiques qui vont arriver à Paris. Sur ton poste d'arrière gauche que tu avais, Jérôme Fernandez, Thibaut Priet. Arrière droit quand même. Arrière droit, pardon. Oui, pardon. Arrière droit. Je suis arrière gauche, mais c'est vrai que j'ai beaucoup joué arrière droit, droitier. Oui, voilà, c'est ça. Mais quand on regarde un petit peu, je regardais justement la jeunesse, Thibaut Briet, Elohim Prandi, 24 ans, 25 ans. Oui, ils ont 10 ans devant eux, ces gamins, ces jeunes hommes. Après, ça fait quelques années qu'on sait que on est tranquille au niveau de l'effectif jusqu'au JO de Brisbane en 2032. Après, ce qu'il fallait, c'est que... Mais même dit quand même, arrière droit. Exactement. Extraordinaire. Exactement. Il fallait que cette génération prenne ses marques, commence à s'installer en équipe nationale. Ce sont des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs européens, entraînés par les meilleurs coachs, et voilà, là ils sont en train de prendre leur place pleinement dans cette équipe de France, et Nicolas Karabatic va pouvoir prendre sa retraite tranquillement cet été, en se disant que le relais est bien passé. Donc on espère de très très grandes choses
à l'avenir. On sait qu'on a beaucoup de réservoirs au niveau des joueurs. On a en plus des gardiens qui ont fait le taf sur cette compétition et qui sont jeunes encore. Donc voilà, je pense qu'on a trouvé un équilibre qui fait qu'on peut être très optimiste pour la suite. Ouais, on l'est effectivement, Et très puis, très optimiste. Une équipe forte dans sa tête, à l'image justement de Prandi. Là, il y a la demi-finale, évidemment, on va tous se souvenir à jamais de ça fait le tour du monde. de Ça ce fait le shoot. tour du monde. Mais encore Mais aujourd'hui, vous savez que même aux États-Unis, ça a été diffusé, réellement. Donovan Mitchell, par exemple, le joueur de basket de Cleveland, l'a reposté sur ses réseaux sociaux. Enfin, c'est extraordinaire. c'est incroyable. Mais encore aujourd'hui, le shoot quasiment décisif du match, c'est encore lui qui va le mettre aujourd'hui. Est-ce que c'est lui, par exemple, qui se dessine comme un nouveau patron de cette équipe de France, ou vraiment c'est un collectif? Alors c'est vraiment un collectif. Alors Elohim en fait partie parce que depuis quelques mois, il prend de plus en plus de place dans son club à Paris et il a commencé un petit peu à installer aussi sa présence en équipe de France. Mais il faut pas oublier des joueurs comme Ludovic Fabregas, qui est aujourd'hui pour moi le leader de cette équipe. On a quelqu'un comme Dikamem aussi qui est capable d'apporter énormément. Nedim Remili, bien sûr. Donc tous ces joueurs-là vont être très importants pour l'avenir. Et on sait que voilà, on a de très très belles choses à vivre, parce que comme vous l'avez dit, on a encore des Thibaut Brié, des Emric Min qui ne sont pas sur cette compétition, mais qui vont beaucoup apporter au handball français sur les années à venir. Ouais, et ça va être exceptionnel. Jérôme Fernandez, un tout petit dernier mot. Le handball à New York, c'est un drôle de défi, ça, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jérôme Fernandez? Bah écoutez, ça fait plusieurs années que je suis en contact avec la personne qui s'occupe du club à New York. Et en fait, on a échangé pas mal en fin d'année dernière, et il m'a proposé de m'inviter pour organiser un stage à New York pour les handballeurs qui évoluent là-bas. On a fait quelques entraînements aussi avec le club de New York. Donc il m'a invité 8 jours pour amener, on va dire, l'expérience et le savoir-faire français. Et voilà, ça a été une semaine très riche, avec beaucoup d'échanges. Et je pense que c'est que le début d'une belle aventure, parce que je sais que voilà, le club de Montpellier, via son académie, est très en relation aussi avec le club de New York. Donc voilà, le savoir-faire français s'exporte partout, en Afrique, aux Amériques. Donc on sait que voilà, le handball français est aujourd'hui une référence, et beaucoup de fédérations, beaucoup de pays nous demandent entre guillemets de l'aide pour se structurer, pour s'améliorer. Donc voilà, je fais partie des gens qui ont envie de transmettre, et c'est avec grand plaisir que j'ai passé une semaine à New York la semaine dernière. Merci beaucoup, Jérôme Fernandez. Et donc, c'est un super travail du côté de New York. Je trouve ça super intéressant pour ce territoire américain. Et merci d'être intervenu sur Sud Radio. Vous êtes toujours le bienvenu ici sur l'antenne. Et bravo les Bleus. Merci beaucoup. On revient au rugby, et tiens, on passe une équipe de France qui nous donne beaucoup de plaisir. On va essayer de donner un petit peu, nous, même si il y en a qui arrivent à en donner plus ou moins. Ça, c'est une autre histoire, mais on va essayer en tout cas de faire plaisir, d'être généreux, d'être généreux avec Chantal. Bonsoir Chantal. Haute-Garonne. Oui, bonsoir Chantal. Très heureux de vous avoir, Chantal, sur Sud Radio. Vous nous appelez d'Haute-Garonne. Oui. Où ça, en Haute-Garonne, Chantal? À Merville, à côté c'est pas loin de Toulouse, à côté de Grenade. C'est pas loin de Toulouse. Vous êtes à combien à peu près de temps en voiture de Ernest-Vallon, Chantal? Oh, 20 minutes. 20 minutes. Ça vous tente de faire 20 minutes de voiture aller, puis 20 minutes de voiture retour, même si c'est toujours un peu plus, avec le quartier des Sept-Deniers, samedi prochain à 21h. Je pars à Laval assez tôt et ça va très bien. Bon, oui, vous savez quoi, Chantal? En plus, pour aller voir Bayonne, ça me tente. On vous offre 2 places. Allez hop, Chantal, c'est gagné. Merci, c'est très gentil. Avec grand plaisir. C'est nous qui vous remercions, Chantal. Oui. Vous nous écoutez sur Sud Radio. Vous appelez le 0826 300 300. Vous cochez toutes les cases, Chantal. Vous êtes pour qui? Pour Toulouse ou pour Bayonne? Mais pour Toulouse quand même. Et non mais Bayonne, attention, je pose la question. Pour quelqu'un d'autre, je suis pour Bayonne. Bon. En fait, vous avez deux amours finalement. Vous avez du Yoann Huget en vous. Comment? Très bien. Il y a un peu comme notre consultant Yoann Huget, qui est parfois un peu bayonnais, parfois toulousain. Non mais ça c'est très bien. Vous allez y aller avec qui, Chantal? Mon petit-fils. Il va être content. Il s'appelle comment?
Il s'appelle Antoine. C'est Quentin Dupont quand même. À la vallée du Giroud, voilà. C'est quelqu'un de bien. Oui. Antoine qui joue au rugby, vous savez, en ce moment, c'est quand même le prénom qu'il faut donner à son enfant. On lui souhaite le même destin. Ah ouais, on lui souhaite le même destin. Bon, et ce soir, votre pronostic, Chantal, pour Racing 92, Toulouse, à 21h. Quel est votre pronostic? Toulouse va gagner. C'est pas évident, peut-être, mais bon, on espère qu'ils vont gagner quand même. Ah j'espère pour les Toulousains. Ah bah si, bah après vous savez bon, va y avoir un vainqueur et un perdant. Voilà. Ça c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Il peut y avoir un match nul, Quentin. Oui, il peut y avoir un match nul. Ouais. Mais j'y crois. Bon bah merci beaucoup, Chantal. Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, Chantal. Et restez bien au téléphone. On va prendre toutes vos coordonnées pour vous envoyer les places le plus vite possible. C'est Quentin qui s'en occupe. Merci beaucoup, Chantal. Très belle soirée. On reprend notre débat autour de l'équipe de France de rugby cette fois-ci. Tiens, quel est votre compo idéal? Soyez sélectionneur. On dit toujours 67 millions de sélectionneurs. Bah là, sur Sud Radio, vous êtes sur le pupitre, enfin devant le pupitre, dans l'auditorium de Marcoussis, vous annoncez la composition de votre équipe de France. On est là avec Antoine Mazère, qui est déjà un peu sélectionneur. On sent qu'il a déjà un peu réfléchi sa compo. On est avec Clément Combe. Et puis on est aussi avec nos auditeurs. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Bonsoir Philippe. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Alors maintenant, mais je dis comment ça va parce que on sait que voilà Philippe. Ouais, je me soucie un peu du FCG là quand même. Et drôle de période pour les Grenoblois. Philippe, un tout petit mot là-dessus parce que je sais que tu es supporter du club de Grenoble en Pro D2. Ouais, effectivement, drôle de période depuis quelques mois déjà, depuis cet été avec tout ce qui s'est passé là, le club qui a failli descendre en national, qui s'est sauvé, et puis un club à qui on a retiré 6 points cet été, on a retiré à nouveau 6 points quelques mois plus tard, donc c'est dur, la difficulté par rapport, ouais, c'est très dur, c'est dur pour les joueurs, c'est dur pour les salariés, c'est dur aussi pour les supporters, même si nous on sera toujours supporters du club et on vit ça peut-être d'un peu loin. Moi, je pense à tous les gens qui travaillent dans ce club et qui essayent de faire le maximum, mais notamment les joueurs. Et puis, on voit que, avec les derniers résultats et notamment les 2 défaites des 2 derniers matchs, je pense que ça commence à peser sur les joueurs justement dans le jeu. C'est l'épuisement psychologique prend le dessus, j'ai l'impression. Et pour avoir toutes les meilleures infos, c'est toujours le Rafu Alpin, www.rafu-alpin.net, forum des supporters du FCG, de très grande qualité. Et on vous le conseille pour avoir toutes les dernières infos sur le FCG, immense club du rugby français. Philippe, bon, on est quand même avec toi pour parler de l'équipe de France, sans nommer de joueurs. Je précise bien, les amis. D'abord, premier tour de table. Tiens, on accueille en même temps Jérémy de Tahiti. Salut Jérémy. Ça s'appelle de partout. Salut Comment ça va, Jérémy? Salut Jérémy. Réveil compliqué là. Réveil compliqué. Jérémy t'as fait qu'est-ce qui s'est passé hier soir, Jérémy? Parce que attends, on est le matin à Tahiti là. Ouais, on est le matin et il y avait l'assemblée générale du club hier et ça a mal tourné, comme on dit. D'accord, très bien, Jérémy. Bon, on est avec Jérémy et avec Philippe. Sans nommer des joueurs. Il n'a pas fait la victoire de Toulon, au moins. Ça va. Non, c'est peut-être un peu. Sans nommer de joueurs, je le reprécise bien. Quels sont les postes où, selon vous, il y a des débats ouverts dans la compo de l'équipe de France pour affronter l'Irlande? Antoine Mazère, quels sont les postes, selon toi, où il y a débat? 4 postes, pour moi, où il y a débat dans la composition, au poste notamment... Ouais, je pense qu'on peut ouvrir un débat sur 4 postes, notamment au poste de talon, au poste de deuxième ligne, les 2 peut-être deuxième ligne, et pour moi également au poste de centre. D'accord. Waouh. Ouais. D'accord, ok. Ça c'est pour toi, Antoine Mazère. Philippe de Grenoble, quels sont les postes où il y a débat? Antoine a tout dit parce que c'était exactement les 3 postes que j'allais citer. Et je pense qu'effectivement il y a débat et on va débattre d'ailleurs, je pense. Intéressant. Tiens, Jérémy de Tahiti, combien de postes où il y a débat? Je suis entièrement d'accord avec Antoine et Philippe. C'était les postes pour moi où il y avait débat et pas forcément ailleurs, quoi. Je suis surpris. Clément, t'as la même vision?
Non, moi je suis pas d'accord. Faut remettre en question le poste de demi d'ouverture. Non, je déconne, c'est une blague. Moi, je me suis dit, là, attends, est-ce qu'on peut reculer le match du Racing à 22h, s'il vous plaît? Non, mais je suis d'accord avec pour vous et nos deux auditeurs. Moi, j'ai est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il pas d'accord sur les deux deuxième lignes. Pour moi, il y en a qu'une qui a débat. Ah oui. D'accord, ok. Alors, attaquons d'abord parce que j'ai l'impression que, pour le coup, moi, je vous rejoins sur un débat, c'est le poste de talon. Ouais. Est-ce que il y a vraiment débat entre Marchand et Movaka? Pour moi, Movaka est titulaire tous les jours. Mais est-ce que Movaka apporte pas plus en remplaçant que ce qu'apporte Marchand en remplaçant? Moi, j'y crois pas, ça. J'y crois pas à la théorie de l'impact player. Honnêtement, personnellement, Quentin, j'y crois pas. Pour moi, Movaka en tant que finisseur, alors c'est exceptionnel en tant que titulaire, mais en tant que finisseur, pour moi, on fait pas mieux. Oui. Ah, on a Rémi Dos Santos au Racing 92 à l'Arena qui nous dit il n'y a aucun débat, ça n'existe pas, il n'y a pas du tout de débat au poste de talon. Rémi, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à vous messieurs. Attention à pas être insolent, garçon. Non, moi je suis très sage. Pour moi il n'y a pas de débat, actuellement Peato Movaka est largement devant Julien Marchand. Tout le talent et toute l'aura et tout le charisme de Julien Marchand mis à part. Mais est-ce que dans le ranking Fabien Galtier, est-ce qu'il l'a fait justement passer dessus à Marcoussi? Je pense que oui. Ah bah ça, il faut voir. Parfois, il faut que ce soit marqué dans la hiérarchie. Il faut qu'il le dise. Philippe. Le débat, c'est peut-être ça. Je dis le débat, c'est peut-être ça. Est-ce que Movaka, justement, est aujourd'hui le titulaire de l'équipe de France, alors qu'avant, c'était Marchand? Et je pense que c'est ça aussi la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Philippe, à la Coupe du Monde, pour moi, Movaka, il a été peut-être une des plus grandes satisfactions de l'équipe de France. Oui. Voilà, c'est pour ça que je dis que le débat, pour moi, c'est la confirmation de Movaka. C'est-à-dire Marchand passe numéro 2. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a deux débats au poste de deuxième ligne? Parce que on était parti quand même très clairement pour Meafou Woki, et aujourd'hui on entend parler de Gabriag Villemc ou Gabriag Taoufifénois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tiens, là cette fois on va nommer des joueurs. Ta deuxième ligne, Quentin, c'est qui? Alors celle que j'aimerais c'est Woki Tulagi, mais celle que j'imagine c'est Woki Willemc. Woki, Willemc, les deux W. Philippe de Grenoble. Ta deuxième ligne, c'est qui? À Willemc, Woki, et pour moi, il n'y a pas de débat avec Tulagi. Pas tout de suite encore. Pas encore. Ni avec Paul Gabriag, apparemment, ni avec Romain Taoufifénois. Taoufifénois, Galtier estime que c'est le meilleur remplaçant du monde. Oui, voilà, à ce poste-là. C'est horrible. Jérémy de Tahiti. C'est une qualité ou une insulte? C'est quoi ta deuxième ligne? Ne dis pas Riban, ça l'aïnou osé. Attention. Riban, c'est monstrueux, mais bon, ça marche pas. On peut pas le naturaliser, lui. Franchement, il serait pas mal. On peut pas tous les naturaliser. Moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est Woki Willemc, ouais. Franchement. Woki Willemc. Alors en fait, les gars, il y a pas de débat. Il y a pas de débat, vous sélectionneur, il y a aucun débat. Antoine Mazère, t'es d'accord aussi avec ça? Voilà. Peut-être que sur un premier match contre l'Irlande, je mettrais peut-être un petit Woki Tao, peut-être pour tenter justement sur la dimension physique que vous nous imposez les Irlandais, parce que c'est pas parce que Villemc c'est vrai que c'est un gringalet, hein. Non, mais sur la dynamique, je trouve que sur la dynamique Tao est un peu plus impactant en ce moment. Mais il était retraité. Oui, mais il est revenu. Et s'il est revenu, c'est pas pour rien, tu vois, je pense. Et je pense que l'association des deux en touche notamment, ça peut aller mettre de la vitesse et d'impact plus rapidement que Villemc Woki. Après, pour moi, c'est kiff-kiff. Non, mais c'est très intéressant. Alors, il y a un dernier débat au poste de centre. Au poste de centre d'Antificou, c'est fini? Non, alors. Antoine Mazère? Est-ce que c'est un débat pour nos cœurs ou c'est un débat dans l'esprit de Galtier? Parce que c'est différent. Hein. En fait, Ficou a, je pense, tout parlait tout à l'heure des satisfactions comme Movaka lors de cette Coupe du Monde. Je pense que Ficou a été une déception pour pas mal de personnes. Mais Ficou, c'est un homme de base quand même de Fabien. C'est le capitaine de la défense. C'est un homme de base, mais peut-être que, comme le disait Fabien Galtier, c'est peut-être un renouveau aussi ce tournoi de destination. Il y a peut-être une nouvelle chose à créer. Peut-être que face à cette équipe. Mais dès le premier match? Ah voilà, c'est ça. Là, c'est la question. Le premier match, je sais pas. Pour la suite, mais le dernier match, peut-être. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que cette équipe de France, elle va évoluer dans le tournoi. Et moi, j'ai une question aussi par rapport à Ficou. Je me pose la question parfois, est-ce qu'il a toujours l'envie? Ficou. Oui. Alors, sans spoiler les gens sans spoiler vraiment les gens qui n'ont pas regardé la série Netflix, il y a des passages où même après une victoire très importante, voilà, et il dit je suis cramé, j'envisage une reconversion.
Tu vois, tu sens un mec, et même quand il parle à la préparatrice psychologique, tu sens un gars, c'est pas marqué, il respire pas l'envie d'être là comme il avait avant. Et moi, c'est une petite inquiétude que j'ai sur Gaël Fickou. Alors, je dis ça, et puis ça se trouve, il va être monstrueux contre l'Irlande, et je serais très heureux. À noter par exemple qu'à la Seine-sur-Mer, eh bien, les frères Fickou vont passer la main, par exemple, les deux qui étaient à la présidence, Jérémy et Gaël, vont donc passer la main du club de la Seine-sur-Mer. C'est quand même pas rien. Ouais. Mais sur un match, tu vois, comme l'Irlande, où tu sais que défensivement, faut que tu sois irréprochable, où le moindre trou, la moindre faille, le moindre espace peut être fatal. Peut-être que sur un match comme ça, Gaël Fickou, je le vois pas changer. Voilà. Oui, et puis ça va peut-être pas rendre service contre l'Irlande à un deux porteurs. Mais la génération qui pousse derrière, justement, avec du Gaëton, avec du deux porteurs, avec peut-être même encore du Moefana, peut apporter ce feu follet-là contre les autres équipes. Antoine, Philippe, Jérémy, Quentin, Clément, question très simple. J'aimerais bien que vous fassiez en express, donnez-nous seulement les noms, votre compo. Là, vous êtes sélectionneur, vous êtes à Marcoussis, vous annoncez votre composition devant la France entière, dans l'auditorium de Marcoussis. Du 1 au 23, Quentin Cabanis, juste les noms en express, ta compo. By Movaca, Antonio, Woki, Willem C, Cross, Aldrit en 8 et Olivon. Donc on a fait du 1 au 23. Ouais, après, donc, Lucu Jalibert, Biel Barré et Penaud sur les ailes. Au centre, je mettrais Fickou d'Antibes pour le premier match et Ramos à l'arrière. Voilà, puis. Et ton banc? Le banc, Wardy, Marchand. Si tu l'annonces comme ça, on est pas. Ouais, non, mais attends, mal barré. En fait, tu l'as pas préparé, Quentin, en fait. Je mets pas les remplaçants. Moi, j'ai pas les remplaçants. Eh ben, alors, on va écouter Antoine Mazer. Numéro 1, By Movaca, Antonio. Deuxième ligne, Woki, Taofi Fenua. Troisième ligne, Cross, Olivon, capitaine, Grégory Aldrit. La charnière, Lucu Jalibert. Sur les ailes, Bielbarré, Penaud. Au centre, Danti, Gaëton. À l'arrière, Thomas Ramos. Le banc, Marchand, Wardy, Laclaya. Et Gabriag, Willem C, Boudéan, Le Garec et Moefana. Wow. Donc ça, c'est ta compo. Toi, sélectionneur, c'est ton choix. Que j'ai envie de voir. C'est ton choix. C'est ton choix. Très bien. C'est la seule interrogation que j'ai. Je dois le tester sur la mise en place. Si Fickou est un peu juste, je suis vraiment sélectionneur. Mais on aura des réponses prochainement. Bon, Fickou doit être testé par Antoine Mazer. Philippe Noreis de Grenoble. Tiens, ton du 1 au 23 là, comme ça en express. Alors bonsoir, Cyril Bay, Movaca et Antonio. En deuxième ligne, je mets Willem C, Woki. Troisième ligne, Cross, Aldrit, Olivon. À la charnière, Lucu et Jalibert. Sur les ailes, Bielbarré, Penaud. Au centre, je mets Danti et deux porteurs. Et à l'arrière, Ramos. En remplaçant, Bay, Aldeguerri, Laclaya. Je mettrai aussi Twilaghi. Et puis pour les arrières, la petite surprise, le débat et à l'arrière, donc 5-3. Lebel et puis je vais rajouter un Nolan Le Garec. Il m'en manque un. Oui, il t'en manque un, mais c'est pas très grave. Rapidement, de tête. Rapidement, Jérémy, avant de basculer sur le MHR. À gauche, Alex Priam. Solide. Non, je mettrais By Movaca, Antonio, Woki, Willem C. En troisième ligne, c'est le cœur qui parle, mais en ce moment, j'aurais tellement vu Abadi, Olivon et Aldrit. Ensuite, charnière, Lucu Jalibert. Centre, Fickou Danti. Aux ailes, Moefana et Penaud. À l'arrière, Ramos. Et sur le banc, je tenterai notamment la charnière Le Garec et partir sur un 6-2 avec éventuellement Gaëtan sur le banc à l'arrière. Moi, je vais vous dire, j'ai un petit peu un truc différent. C'est mon choix perso. By Movaca, Antonio, Woki, Willem C, Cross, Olivon, Aldrit, évidemment. Lucu Jalibert, Moefana, Danti, Fickou, Penaud, Ramos. Donc Moefana à l'aile. Marchand, Wardy, Aldeguerri, Taofi Fenua, Abadi, Boudéan, Le Garec et Bielbarré en numéro 23 pour couvrir ailier arrière. Voilà. Ça, c'est mon choix. Aldeguerri. Sur le banc. Okay. Sur le banc. Ouais, bien sûr. Très bien. Je sens que voilà, vous n'êtes pas d'accord. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup à toi aussi, notre ami Jérémy de Tahiti. Merci beaucoup, les gars.
Merci l'équipe. Allez, on va basculer sur le top 14, puisqu'il y a quand même eu une victoire importante, hein, celle notamment du MHR. Et une question, hein, puisque la victoire était de 22-17, une question qui est d'abord arrivée par une statistique. 6 points en 7 journées avant l'arrivée de Laporte, Collazo, Labitte, Etcheto, Batut. Depuis, en 6 journées, 14 points. Est-ce que la greffe a pris au MHR? Est-ce que le MHR est sauvé? On en parle avec William dans un instant. Il est là, William. Bonsoir William. Bonsoir à tous. Bonsoir William. Salut, Comment William. ça va William? Est-ce que le MHR est sauvé? Sauvé, ils sont derniers, donc sauvé non. Après que la greffe ait pris, peut-être un peu, mais bon, pour l'instant c'est encore dernier avec un calendrier pas facile, avec Oyonnax qui montre, une équipe qui montre que même à l'extérieur, il commence à être capable de faire des performances qui tiennent la route, avec Perpignan qui est capable de surprendre aussi, donc il reste encore gros chemin, surtout si l'objectif est la 12e place, qu'il est sauvé immédiatement. Est-ce que le MHR, la greffe est déjà prise à Montpellier, Antoine Mazer? Oui, quand tu regardes comptablement les En tout cas, il y a un effet. Voilà, il y a un effet. C'était quand on parlait d'effet Collazo, il y a eu des fois le syndrome Collazo, des fois il y a eu l'effet Collazo. Là, c'est vrai que c'est plutôt positif, on va dire, pour le MHR, avec ce staff-là quand même très élargi, plein de compétences, Labitte, Etcheto, Batut, Laporte, Bernard Laporte qui supervise tout ça. Il y a quand même des cerveaux quand même du côté du MHR. Ça revient. Après, maintenant, il faut que ça tienne sur la durée. Ils vont plus que jouer entre guillemets. Il va y avoir le championnat. Je crois qu'ils sont qualifiés aussi en Challenge Cup. Donc on va voir s'ils vont arriver justement à gérer tous ces tableaux-là. Mais ils sont revenus à hauteur de Oyo et ça y est, le retard est fait. On va aussi poser la question à Ludovic de Rochefort, enfin bientôt Ludovic de Mont-de-Marsan. Ludovic, salut. Salut Alexandre, comment vas-tu? Bah ça va très bien. Est-ce que Rochefort a gagné aujourd'hui? Bah non, c'était forfait. Ils étaient forfaits. L'équipe qui se fait recevoir Trignac était forfait. Oui, c'est vrai, j'ai vu passer ça. Du coup, ils ont gagné. Ouais, on a quelques intérêts communs avec Ludovic. Ludovic, est-ce que la greffe a pris au MHR selon toi? Est-ce que le MHR va vers un maintien assez facile? Assez facile, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même encore pas mal de journées, et on sait qu'Oyonnax et Perpignan à domicile, ça reste également des valeurs sûres, mais en tout cas ils ont rattrapé le wagon pour jouer le maintien. La Chance Cup avec les résultats leur a fait beaucoup de bien également. Donc ils sont sur la pente ascendante et je pense sincèrement qu'ils ne sont pas à leur place actuellement. Et Quentin Caminis, très rapidement, est-ce que la greffe a prise? Bah pas sur le crâne de Monsieur Collazo ni de Monsieur Laporte. Si tu veux, ni sur le D'accord, okay, on est sur le capillaire, parfait. Exactement. Après t'as le droit de le dire toi. Je vais vous rappeler les résultats les gars de cette 13e journée. UBB Stade Français 26-30, vous allez voir où je vais en venir. Castres Clermont 20-23, Lyon Perpignan 36-24, Montpellier Pau 22-17, Bayonne Oyonnax 21-17, Toulon La Rochelle 25-23. Sur ces 6 résultats, combien ont été perturbés, combien de résultats ont été perturbés découle du phénomène des doublons. J'ouvre aussi la discussion avec le match ce soir de Toulouse qui pourrait être aussi lié aux doublons. Ludovic, combien de matchs là on peut considérer que ce sont des victoires doublons, des matchs perturbés par les doublons? Alors j'avoue que la victoire du Stade Français à Bordeaux est assez... Donc ça c'est une victoire doublon. Ouais, pour moi c'est une victoire doublon, puisqu'il manquait quand même toute la ligne de 3/4 de Bordeaux. Même si voilà, Bordeaux a joué et ils se font punir en voulant trop jouer, clairement. Ensuite les résultats pour moi sont assez logiques. Donc une victoire doublon sur ces 6 premiers matchs. William de Malmort en Corrèze. Oui, là, je vous rejoins sur l'analyse à part le match de Bordeaux. Et encore, on sait que ça Français est une équipe qui est compliquée à jouer. Donc, qui est capable le jour où il faut mettre plus de combat, il faut mettre une grosse défense et arriver à faire déjouer les équipes en face. Ils sont capables de le faire. Donc, je pense que c'est peut-être un déplacement qui aurait été ciblé avec ou sans doublon. Mais sur les premiers résultats, en attendant ce soir et le contenu du match, c'est là éventuellement le match qui peut poser question, oui. La Rochelle aussi, non? Mais Toulon-La Rochelle, ça rentre pas dans la discussion, j'ai l'impression. Moi, j'en mets potentiellement 3. Hein.
Stade 3 Stade français UBB, Toulon-La Rochelle et ce soir Racing-Toulouse. Et pour les deux équipes, parce que le Racing quand même, pour moi, tu perds ta charnière quand même, et le Garec qui est quand même très très bon depuis le début de la saison, donc son absence va faire beaucoup de mal au Racing à mon avis, et ça va peut-être même être l'absence la plus préjudiciable du match, pour moi. L'absence de Le Garec. Donc 2 voire 3. Rémi Dos Santos, ton avis en direct de l'Arena à Nanterre. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. On t'entend très bien. Claudie Musette aussi, d'ailleurs. Ce qui doit faire plaisir à William. Rémi Dos Santos, on se disait combien de victoires doublons déjà dans ces 6 premières journées, dans ces 6 premiers matchs de la journée, pardon. Déjà je mettrais moi je dirais la victoire de Toulon. Pour moi la victoire de Toulon c'est une victoire doublon. J'étais en train de réfléchir pendant que tu celle de Paris à l'UBB ou pas? Celle du Stade français évidemment à Bordeaux-Bègles. Et est-ce que si ce soir le Racing bat Toulouse, c'est une victoire doublon par exemple? Non, par contre le contraire je le verrais plus comme ça. Ouais. On est d'accord sur moi je pense que l'absence de la charnière est quand même très préjudiciable. Et t'as Woki aussi. La charnière, Woki, Ficou, il y a du monde qui manque. Et la Claya? Ouais, aussi. La Claya, bien sûr. C'est peut-être l'une des premières fois où le Racing a eu autant de joueurs sélectionnés dans cette période-là aussi. Donc c'est voir comment ils vont s'adapter, les hommes de Lancaster. Ludovic, tu voulais réagir? Non, réagir. Ce soir, en effet, des deux côtés, il manque beaucoup d'équipes, mais je pense que ça va quand même être un gros match. En effet, la charnière du Racing va manquer, clairement. De l'autre côté, il manque quand même quelques joueurs également importants. Non, mais puis bon, c'est souvent des matchs Racing-Toulouse, c'est souvent des matchs de haute volée. Je ne sais pas si on pourra considérer ça comme une victoire doublon d'un côté ou de l'autre. Comme Toulon-La Rochelle, je pense que La Rochelle avait peut-être les moyens de gagner, mais ils ont été surtout sanctionnés par leur indiscipline. Et Toulon aussi, il manquait quand même 2-3 joueurs importants. Donc c'est assez difficile de se mettre de considérer si vraiment il y a un impact avec l'absence de certains joueurs dans une équipe. Je sais qu'au Stade Toulousain on est habitué depuis des années maintenant, donc on fait en fonction. Ludovic, William, j'ai juste une question à vous poser rapidement les gars. Est-ce que vous pouvez aller à Toulouse est-ce que tous les deux vous pourriez aller à Toulouse potentiellement la semaine prochaine pour Toulouse-Bayonne? Je pose la question. Bien sûr, avec grand plaisir, on est là. William, oui. Est-ce que toi, Ludovic, c'est quelque chose que tu pourrais envisager? Alors écoute, comme tu as dit, je vais déménager bientôt, je suis un peu dans les cartons. C'est plutôt compliqué. Il faudrait que je demande à mon épouse, dans ce cas-là, si elle veut passer le week-end prochain à Toulouse. Je t'emmènerai à droite de Ludo, t'inquiète pas. Est-ce que Ludovic, tu veux tenter ta chance? Parce que là, j'ai 2 places. On a 2 places Sud Radio à vous offrir. Donc c'est à l'un ou à l'autre, et ça se jouera en un seul qui je suis. Est-ce que vous voulez? Vous êtes prêts? Écoute, même si je gagne, je les offrirai à mon adversaire, comme ça, il sera heureux. Mignon, et par contre, juste un truc, parce que j'écoutais le classement d'Antoine tout à l'heure pour les 6 nations. Si Antoine a raison, je pense que je me déguise, tu sais, comme Théo Lavabo, et je chante Chipolata. Oh, d'accord, ok. Moi, parfait. Je veux voir ça, mais bon. Y a pas de les gars, on vient de vivre un grand moment de rugby. On vient de vivre un grand moment de rugby. Ludovic donc qui offre qui ne combat pas face à William. William, c'est gagné, c'est beau, c'est rugby. William, tu vas partir bien la semaine prochaine voir Stade Toulousain Bayonne, on t'offre 2 places. Génial, c'est cool, merci beaucoup, avec grand plaisir. Merci à vous les gars, vous faites de Sud Radio la radio du rugby, c'est vous les auditeurs qui rouge et noir. Et voilà, donc tiens, pronostic, donc Toulouse pour Ludovic et pour toi William? Je vois Toulouse, gros match devant, Toulouse. Voilà, 2 doubles victoires pour Toulouse. Merci à William et merci à Ludovic. Dans un instant, le coup d'envoi de Stade Toulousain Racing.